Mais vous êtes nombreux à m'avoir demandé un débrief de l'interview que j'ai réalisée de Maître Divisio. Si vous l'avez vu, alors si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la voir. Attendez quand même la fin de ce live, si vous êtes en direct. Donc, Maître Divisio a eu la gentillesse de m'accorder une interview. J'en avais dit plutôt du mal par le passé, puisque il avait tendance à dédouaner la Chine communiste. Donc moi, c'est mon critère, c'est ma boussole, si vous voulez, pour savoir où se situent les gens dans cette guerre. Mais il faut que je sois un peu plus flexible. Alors, c'est bien d'être inflexible, hein, la vérité est inflexible. Donc ça, on peut toujours défendre la vérité, mais avec les hommes, qui sont par définition imparfaits, et moi le premier, eh bien, il faut être un peu moins inflexible qu'avec la vérité. Quand on défend la vérité, là, il faut être inflexible, évidemment. Mais quand on essaye de rallier à soi des gens, il faut les prendre là où ils sont, et souvent, ils sont très loin de la vérité. Voilà. Pour X raisons. Et donc, Maître Divisio, jusqu'à présent, parlait de la Chine plutôt en bien. Il accordait des interviews sur Mandarin TV. Il est l'avocat du professeur Raoult, qui est lui-même très proche des intérêts chinois. Et puis, quand on lui posait des questions sur la Chine, il disait moi, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui se passe là-bas, donc je n'ai pas de temps à perdre. Ce que je lui ai rappelé pendant son interview. Et puis, à ma grande surprise, il a accepté ma proposition d'interview, puisque ça m'a énervé de le voir défendre les vaccins chinois, une fois de plus. Donc, j'ai pris contact avec lui et je me suis dit, après tout, pourquoi pas l'interviewer. Et à ma grande surprise, il a accepté, donc ça, c'est tout à son honneur. Parce que, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de mon interview pour exister et qui accepte quand même. Donc, si les gens qui ont son importance, disons, médiatique, acceptaient mes demandes d'interview, j'aurais déjà interviewé une 50aine de personnes que vous ne verrez jamais. À commencer par des Idriss Aberkan ou des gens comme ça. Voilà, interviewés ou débattus d'ailleurs. Donc, c'est un premier point positif pour Maître Divisio. Donc, c'est mieux quand on se parle en direct, si vous voulez. On se rend compte que là, on a affaire à des êtres humains qui se cherchent, qui prennent conscience de certaines choses, avec certains événements qui se passent. Et chaque jour, il s'en passe un peu plus. Oui, c'était un bel échange, Coralie, je suis d'accord avec vous. Donc, quand on est avec un humain en face de nous, on a certes des divergences, mais on est là pour en parler. Et si la personne en face est bien intentionnée, disons, et qu'elle est ouverte d'esprit, eh bien, on peut avancer. Si effectivement elle est idéologue et qu'elle bloque et qu'elle se braque, eh bien là, en effet, on n'avance pas. Mais au moins, voilà, cet échange que j'ai eu en direct avec Maître Divisio a permis de voir que on pouvait s'écouter déjà, c'était important, se parler. On n'agit pas dans les mêmes sphères. Lui, il est dans la sphère juridique. Moi, je suis dans la sphère politique déjà. Il veut rentrer dans la sphère politique, alors au niveau député. Donc c'est pour ça que ceux qui me disent non, mais Divisio n'y connaît rien à la Chine, donc tu lui as posé des questions. Mais il doit s'informer sur la Chine, c'est absolument indispensable. Et puis on s'est rendu compte dans l'interview en fait qu'il connaissait finalement assez bien la Chine. Mais simplement, on a compris qu'il n'aimait pas trop en parler parce que, voilà, ça peut créer des problèmes, quoi qu'on en dise. Peut-être moins que certains autres thèmes, mais au fur et à mesure que la pression monte, vous allez voir que dénoncer la Chine sera de plus en plus compliqué. Bref, donc, moi, j'ai préféré lui parler parce que les paroles publiques face caméra engagent plus que les tweets ou les échanges privés. Donc, c'était important qu'il dise ce qu'il avait sur le cœur et que chacun puisse l'entendre sur la Chine, qui est un sujet finalement assez peu débattu dans les grands médias. Et puis, pour ceux qui diraient, bon, tu ne lui as pas parlé de Raoult, tu ne lui as pas... Alors déjà, j'avais une contrainte de temps, c'est-à-dire qu'il n'avait qu'une demi-heure à me consacrer, et il a d'ailleurs un peu dépassé ce... Donc j'avais préparé 15 questions, et j'ai dû sélectionner parmi ces questions, parce que je ne pouvais pas toutes les lui poser. Donc, les questions sur le professeur Raoult, je les ai enlevées, parce que d'une part, il n'est pas le professeur Raoult, donc je préfère lui poser des questions sur lui et à lui. Alors, j'aurais pu lui poser des questions sur ses relations avec le professeur Raoult, sur ce qu'il pense du professeur Raoult, mais bon, c'est moins intéressant, je trouve, que de lui poser des questions directement sur lui.
voilà, c'est normal. Je l'interviewe lui, donc c'est normal. J'ai horreur, moi, quand on m'interviewe et qu'on parle d'autres personnes. Voilà, la personne interviewée est quand même la plus directement concernée. Donc voilà, j'ai mis de côté ces questions-là et je me suis concentré sur les questions qui me tiennent à cœur, dont on n'entend jamais parler dans le débat public sur la Chine. Et mon but, un peu inavoué et inespéré au début d'interview en tout cas, c'était de l'amener sur mon terrain. Voilà, parce que moi j'essaye de rassembler, quoi qu'on en dise. Et le fait que je puisse être critique, ça c'est parce que je défends la vérité. La vérité, elle doit être défendue. Mais avec l'être humain, encore une fois, il faut essayer de voir pourquoi il ne comprend pas ce que moi je comprends être la vérité. Et donc si c'est la vérité, il doit s'y rallier. Ce n'est pas à moi que les gens se rallient. En l'occurrence, c'est à la vérité. Tout comme en 1940, ce n'était pas à De Gaulle que les gens se ralliaient. C'était à la vérité. Oui, il y avait une guerre mondiale. Oui, des forces immenses n'étaient pas encore entrées dans la guerre. Et donc, une fois qu'elle entrerait dans la guerre, la France éternelle devait être du côté des vainqueurs et des démocraties. Bon, bah c'est la même chose aujourd'hui. Donc, j'ai essayé de faire comprendre à Maître Divisio que, et d'ailleurs, il a assez rapidement compris qu'il y avait d'autres enjeux que simplement de la gestion quotidienne de problèmes qui sont certes existants, tout comme pendant l'occupation de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des problèmes, les gens étaient déprimés, les gens étaient suicidaires aussi, pour beaucoup. Les gens vivaient très mal cette occupation par l'ennemi. Et aujourd'hui, on est dans la même situation, sauf qu'il y avait des gens comme Maître Divisio aujourd'hui, qui, pendant l'occupation, eh bien, voilà, des infirmières, des avocats ou autres, qui s'occupaient de la détresse psychologique des gens. Mais vous aviez d'autres gens qui pensaient plutôt à sauver le pays. Voilà. C'est comme ça que je répondrai à la question de Maître Divisio, pourquoi je m'intéresserais à la Chine. Eh bien, voilà, c'est la différence entre vouloir sauver des gens et puis vouloir sauver un pays. Alors lui, il dit qu'il ne veut pas sauver des gens et qu'il n'est pas un sauveur, etc., ce que je peux comprendre. Mais quand même, on a une fonction d'essayer de la vérité nous rendra libres. Voilà, donc il faut dire la vérité, quoi qu'il nous en coûte, et c'est ce que j'essaye de faire. Donc je pense que l'amener sur le terrain était plus important que de le braquer avec des questions trop directes ou trop frontales. Voilà, et finalement, j'ai pu passer mes idées de la même manière. Donc il y a une méthode là aussi à utiliser. On a pu voir que, bon, il disait qu'il ne connaissait pas la Chine, en fait, il la connaît plus qu'il ne le dit. Quand il dit, bah, finalement, la Chine est ennemie de quoi? C'est assez drôle d'entendre ça, parce que voilà, c'est l'ennemi des libertés. Et quand vous avez un empire comme ça qui grandit et qui diffuse son modèle, eh bien, vous avez les fruits de cet empire. Et donc, on est en train de vivre en France et dans le reste du monde comme les Chinois vivent en Chine depuis la prise de pouvoir du Parti communiste chinois en Chine. Ça me paraît assez clair. Et donc, quand les États-Unis sont passés première puissance mondiale en 1920, disons, après la Première Guerre mondiale, ce qu'ils avaient mis 3 siècles à acquérir, entre 1620 et puis 1920, eh bien, tout le XXe siècle a été à leur image. Donc, en tout cas après la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il a fallu se débarrasser du nazisme. Et une fois que le nazisme a disparu, bon, le communisme a pris sa place, parce que voilà, il y avait eu des erreurs commises par la Deuxième Guerre mondiale, bref. Mais les États-Unis ont imposé leur modèle en Occident, et donc on a eu les mêmes fruits que les Américains aux États-Unis. Voilà, on a eu, avec les bons côtés et les mauvais côtés, hein, évidemment. Donc on a eu la malbouffe, on a eu tout ça, mais on a eu aussi Internet, on a eu plus de liberté, plus de bien-être, bon, une hausse de niveau de vie aussi, une meilleure santé, etc. Donc ça, c'était les fruits de l'Empire américain. Et quand la Chine commence à être un empire, eh bien, on a les fruits de l'Empire chinois. C'est tout, le communisme chinois, et c'est surtout les fruits du communisme qu'on a. Donc moins de liberté, des maladies partout. Voilà, le communisme, la mort. Donc c'est quand même la différence entre la vie et la mort. Et je sais que les États-Unis ne sont pas parfaits. On veut faire de moi un turiféraire absolu des États-Unis. C'est ridicule.
Je suis le premier à les critiquer quand ils font n'importe quoi. La guerre en Irak, moi j'ai manifesté dans les rues de Paris contre la guerre en Irak, parce que j'ai jamais été chiracien. J'ai été gaulliste, mais chiracien, non, ça jamais. Et donc, je me retrouvais plutôt dans ce qu'en disait Dantec, quand il se foutait de la gueule de Chirac dans ses théâtres des opérations. Bref, aujourd'hui, ne pas faire le lien entre ce qui nous arrive là, concrètement, chaque jour, comme le disait Maître Divisio, c'est-à-dire les gens sont déprimés, il les tient par le col pour qu'ils ne se suicident pas, etc., et l'expansionnisme de la Chine communiste, eh bien, c'est manquer l'essentiel, c'est manquer le maillon essentiel pour comprendre tout ça. Donc, je l'ai un peu amené à cette réflexion-là. Il m'a semblé y réfléchir sincèrement. Alors, il m'a mis dans un... Alors, je ne sais pas si c'était ironique ou pas, peu importe. Il s'est mis de lui dans le rôle du soldat et moi dans le rôle du général. Mais, encore une fois, c'est parce qu'on n'a pas le même... on n'a pas la même ambition, apparemment. Moi, effectivement, je veux plutôt sauver un pays. Lui, il veut sauver des hommes. C'est tout à fait louable, hein. Mais effectivement, quand on veut sauver un pays, on essaie de comprendre ce qui se passe au niveau mondial et pas simplement au niveau local. Donc lui, il veut en rester au niveau local. Là, il se présente à la députation, donc plutôt au niveau départemental, disons. Il faut voir plus grand, il faut voir plus haut, et on peut résister sur le terrain au niveau local en ayant conscience des grands enjeux. Et c'est mieux, franchement, de comprendre d'où tout cela nous vient, parce que si on ne comprend pas la cause, on ne risque pas de traiter vraiment les conséquences. C'est comme ça le but. Donc, quand il dit « ça change quoi pour moi ?» Eh bien, il faut faire le lien entre le communisme chinois et les mesures communistes qui sont imposées en France, et je pense que c'était un peu sous-entendu dans notre échange, mais ça me paraissait évident. En tout cas, j'espère que ça a paru évident pour ceux qui nous ont écoutés, que le confinement, tous ces trucs obligatoires de passe, de vaccins, de machin, sous peine de amende, voire isolement, prison, ce que vous voulez, ce qui va arriver là, ou saisie sur le compte, tout ça c'est du communisme. Et donc, se signer une autorisation pour sortir de chez soi, vous avez déjà vu ça aux États-Unis? Donc, on a bien vu, même aux États-Unis, vous aviez des États les plus communistes, c'est-à-dire New York et la Californie, et même Hawaï, qui étaient les pires en termes de dictature sanitaire. Et comme par hasard, ce sont ceux qui collaborent aussi avec le Parti communiste chinois, qui ont des affidés, des gens qui défendent ouvertement le Parti communiste chinois. San Francisco, par exemple, c'est considéré comme la ville la plus pro-Parti communiste chinois de tous les États-Unis, et c'est là où il y a les mesures souvent les plus dures. Et c'est là où vous trouvez aussi les mesures les plus woke. Donc il y a bien un lien, puisque la Chine communiste finance, y compris Black Lives Matter. Donc là, il faut faire le lien et pas opposer tout en disant il y a les États-Unis, c'est le camp du mal. Ah bon, mais j'aimerais bien savoir ce qu'ils nous ont fait de mal, moi, les États-Unis. À titre personnel, ils m'ont jamais rien fait de mal. Ils n'ont jamais limité mes libertés fondamentales. Ils m'ont jamais imposé de mettre un masque. Ça, c'est la Chine. Les masques, d'ailleurs, sont chinois, donc c'est signé en plus. Et donc, voilà, je sais qu'il y a une idéologie anti-américaine dans ce pays, et anti-libérale en général, qui fait qu'on ne veut pas voir cette réalité et qu'on dédouane la Chine communiste, parce que, évidemment, ça serait mettre en cause le communisme en plus, vous imaginez. Donc, voilà, le système réussit à faire diversion de la Chine et de ses sbires en blâmant les non-vaccinés. C'est ça que j'ai essayé de faire comprendre aussi à Maître Divisio, mais j'avais pas assez de temps pour... C'était une interview, ce n'est pas un débat, c'est ce que j'aurais pu lui dire en débat. C'est que vous avez un gouvernement qui est effectivement ultra responsable de tout ce qui nous arrive parce qu'il collabore avec la Chine communiste. Ce n'est pas pour une autre raison. S'il ne collaborait pas avec la Chine communiste, s'il était comme la Suède ou comme l'État de Floride, qu'il cite tout le temps, y compris dans notre interview, eh bien, on n'aurait quasiment aucun de ces problèmes-là. Donc, il y a bien un problème gouvernemental, mais aussi un problème de collaboration. Et ça, si vous ne comprenez pas, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Donc, en plus, comme le gouvernement donc, est communiste, il veut se dédouaner évidemment de toute responsabilité, et il veut dédouaner le communisme. Voilà, donc il trouve le bouc émissaire des non-vaccinés. Ça, c'est idéal. Tout est de leur faute, tout est de notre faute en l'occurrence, puisque j'en fais partie. Et donc, ça, il faut le comprendre. Si on ne comprend pas ça, je veux dire, on passe à côté de l'essentiel. Donc, tout ça, c'est une réflexion globale.
Et on peut vouloir en rester à comprendre une toute partie de la réalité, mais dans ce cas-là, effectivement, on peut désigner Pfizer et Moderna comme les ennemis, comme il l'a dit en disant que ce n'est pas vraiment ses ennemis. Mais bon, si on ne voit pas que Pfizer et Moderna travaillent main dans la main avec la Chine communiste, ils sont totalement dépendants de la Chine communiste. Et je me tue à répéter que Big Pharma est dans la main du Parti communiste chinois. C'est pas l'inverse. Voilà. C'est pas Pfizer qui manipule Macron. C'est Xi Jinping qui manipule Pfizer, qui manipule Macron. Voilà. C'est plus dans ce sens-là. Et c'est même Xi Jinping qui manipule Macron en direct. Il n'y a pas besoin de Pfizer. Pfizer, c'est juste un intermédiaire qui, comme tous les bons intermédiaires, se sucre au passage. Voilà. Le bon tiroir-caisse. Mais c'est l'empereur aujourd'hui, c'est l'empereur Xi. C'est pour ça qu'on n'a pas nommé le variant Xi, mais qu'on est passé tout de suite à Omicron. Et le truc se serait appelé Omicron, ça n'aurait pas changé, on l'aurait quand même appelé Omicron. D'ailleurs, il y a des journalistes qui font des lapsus, c'est assez drôle, qui disent Omicron. Donc ça ne dérange pas le système qu'on appelle le variant Omicron. Par contre, Xi, si. Voilà. Donc ça, on voit bien, si vous voulez, qu'on n'avait pas le droit de parler du virus chinois ou du virus de Wuhan, on a appelé ça Covid, d'accord? Donc ça, il y a bien une raison aussi. Et donc, tout ça est lié. Et vouloir le nier, ben, oui, on comprend pourquoi certains veulent le nier, c'est qu'ils veulent faire oublier aux gens la réalité pour continuer à désigner les ennemis habituels, les Américains, voire les Juifs derrière, parce qu'on connaît bien cette rhétorique et c'est systématiquement la même, un peu comme quand on désigne les sionistes, en fait, on désigne les Juifs derrière. Ben là, quand on désigne les États-Unis, souvent, vous savez qu'il y a les Juifs derrière qui tirent toutes les ficelles et les francs-maçons et les machins. Oui, mais manque de peau, en Chine, il n'y a ni Juifs ni francs-maçons. Le dernier franc-maçon a été éjecté de Chine en 1963. Les Juifs, il y en a 400, j'ai fait toute une vidéo dessus, il y en a 400, ils sont persécutés comme les autres minorités. 400. Bon. Donc tout ce délire autour, on voit bien qu'il y a une grille de lecture là, on va dire soralienne, qu'on essaye de calquer sur une réalité et ça ne marche pas. Et pour autant, moi je ne dédouane pas les francs-maçons, puisque j'ai fait un livre noir des francs-maçons, je sais très bien quelle est leur puissance en Occident, contrairement aux juifs. Je ne vois pas du tout le pouvoir des juifs, par contre le pouvoir des francs-maçons, ça je le vois bien, et c'est la gauche, la franc-maçonnerie. Là je viens de faire toute une série de vidéos sur l'ENA, il y a beaucoup de francs-maçons là-dedans, je ne sais plus Kessler ce qu'il est, mais le président, je crois, des anciens élèves de l'ENA, c'est un ancien grand maître du Grand Orient de France. Donc voilà, là, on sait qu'ils sont là depuis Jules Ferry, depuis Jean Massé, depuis tous ces gens-là, la Ligue de l'enseignement. Là, j'ai beaucoup étudié tout ça. Donc je sais que le Grand Orient de France, par exemple, c'est une des forces motrices en France de la gauche, du wokisme, si on peut l'appeler comme ça, de tout ce qui est pro-avortement, pro-euthanasie, donc la mort, en gros, hein, tout ce qui déteste Dieu, puisque le Grand Orient de France, c'est la première loge franc-maçonne qui a supprimé toute référence au grand architecte. C'est comme ça qu'ils font référence à Dieu. Eux, dès le 19e siècle, ah non, il ne faut plus qu'on nous parle de ça. Donc, je ne nie pas cette influence-là, mais elle n'est pas chinoise. C'est pas vrai. En Chine, il n'y en a pas. Il n'y a pas de francs-maçons. Il y a des communistes là-bas. Donc, ils travaillent main dans la main avec des francs-maçons, hein, américains, européens, plus largement. Et donc, mais aujourd'hui, c'est la Chine qui est à la manœuvre, qui est à la baguette. C'est ce que j'essaie de montrer. Et leurs idéologies se rejoignent, mais avec quand même des différences. Par exemple, le transhumanisme, ça, c'est très européen et américain. Mais ce n'est pas du tout chinois. Les Chinois, les communistes chinois, ne veulent pas du transhumanisme. Et pourquoi? C'est parce qu'ils ont peur, quand on étudie bien, ils ont peur de cette intelligence artificielle qui peut prendre tous les pouvoirs. Et donc, s'il y a une chose qu'on sait avec le Parti communiste chinois, c'est qu'il tue dans l'œuf, si possible, ou une fois qu'ils sont arrivés à trop de pouvoir, les gens ou les idéologies, voilà. Donc, on l'a vu avec le Falun Gong,
tout allait très bien jusqu'à ce que le Falun Gong ait 90 millions de membres. Et là, ils ont commencé à persécuter tout le monde, c'est-à-dire le même nombre de membres que le Parti communiste chinois. On l'a vu avec Jack Ma, par exemple, quand le gars a commencé à prendre trop de pouvoir et qu'il a commencé à critiquer les banques chinoises, etc., hop, ils l'ont fait disparaître. On l'a vu plus largement avec les BATX, qui sont les équivalents chinois des GAFAM. Ah, vous prenez trop de poids, allez, on va vous mettre des restrictions partout. Donc le Parti communiste chinois veut rester maître et Xi veut rester le demi-dieu que les Chinois doivent adorer, qu'ils doivent voir partout. Donc il n'y a rien qui doit pouvoir concurrencer le Parti communiste chinois. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On est dans une situation, on est dans une idéologie de monopole. Donc ils font alliance avec d'autres monopoles. Voilà, comme disait Udiak, vous avez l'alliance des monopoles du privé avec les monopoles du public. Hein, les monopoles, ils s'entendent bien entre eux, jusqu'à ce que le monopole qui est le plus puissant bouffe les autres. C'est-à-dire que voilà, vous avez les GAFAM qui travaillent au service de la Chine communiste et pas l'inverse, c'est évident. Et donc, je suis parti loin, mais il y a cette idée que la Chine ne veut pas laisser se développer le transhumanisme. Donc, ce n'est pas les mêmes projets. Là, vous avez un projet quand même européen, occidental, on va dire, de mondialisme, qui est très tourné vers le transhumanisme et toutes ces conneries. Mais le projet communiste sino-russe, on va dire, lui, il n'est pas du tout tourné vers le transhumanisme. Et c'est pour ça que quand il condamne le transhumanisme, vous avez tous les gogos français ou voilà, soraliens ou autres qui sont très contents parce qu'ils disent « Ah, regardez, ils condamnent le wokisme, ils condamnent le transhumanisme, ils condamnent tout ça. » Oui, mais c'est parce que ce n'est pas compatible avec leur idéologie communiste. Okay, donc, ce n'est pas forcément mieux. Donc, pour revenir sur l'interview de Divisio, quand il dit les Chinois m'emmerdent pas, c'est quand même de la folie hein, de croire ça, parce que c'est quand même, ça vient de Chine. Tout ça n'a eu lieu qu'à cause de la Chine. C'est la fameuse guerre hors limite. Alors, je ne sais pas, moi, je n'ai pas eu le temps de lui demander s'il connaissait ce livre, sans doute pas, et donc il ne comprend pas qu'un seul événement peut déclencher ensuite tout le reste de la guerre et la déterminer, comme il est très bien expliqué dans ce livre. Il ne doit pas connaître non plus les déclarations de Tia Otian. C'est pour ça que voilà, tous mes souscripteurs, quand ils découvrent les vidéos que je leur ai faites, ils comprennent mieux ce qui se passe et à quelle sauce on est en train d'être mangé. Et qu'en effet, vous avez des acteurs principaux, sino-russes, et secondaires, GAFAM et autres. Donc, Pfizer même, tout ça c'est secondaire, même Vanguard, là je vais faire une vidéo sur Vanguard, parce qu'on me saoule avec Vanguard, vous allez voir, ou BlackRock ou tout ça. J'ai déjà fait une vidéo sur Wall Street et la Chine communiste, et on voit bien que, comme disait Mao, je cite, c'est rare quand je cite Mao, mais là, c'est vraiment pour ça que je le cite, c'est qu'il disait « le pouvoir est au bout du fusil hein, », pas du et moi je rajoute « pas du chéquier ». Voilà. Donc les capitalistes ou pseudo-capitalistes occidentaux, qui sont en fait des monopoles, donc pas vraiment capitalistes, veulent faire croire qu'ils vont amasser un maximum d'argent grâce à la Chine, alors qu'en fait, ils sont obligés de tomber dans le piège de la Chine, qui ensuite peut faire un chantage. Voilà, Pfizer est tellement dépendant de la Chine, comme je l'ai révélé dans la vidéo sur ce qu'Aberkan ne vous a pas dit sur Pfizer, c'est que toute la recherche et développement de Pfizer est située à Wuhan. Non mais franchement, vous le saviez ça, c'est quand même important à savoir, ça devrait être partout sur les sites d'information. Je suis le seul à en parler. Alors, comment ça se fait ça? Bref, donc voilà, la Chine ne m'emmerde pas, si Fabrice Divisio, c'est la cause de tous nos problèmes, hein, donc, depuis 2 ans. Nous sommes aussi responsables que les Chinois aussi, a-t-il dit. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas eu le temps. Et puis c'est une interview, ce n'était pas un débat. Donc si ça avait été un débat, j'aurais pu dire que déjà, nous sommes aussi responsables que les Chinois. Non, moi, je ne me sens pas responsable de ce qu'a fait notre oligarchie depuis 50 ans, à savoir notamment délocaliser tout en Chine et nouer cette relation incestueuse avec la Chine. Donc il faudrait déjà différencier le peuple de l'oligarchie. Donc l'oligarchie est aussi responsable que la Chine communiste. Déjà, ce serait plus juste. Ensuite, il faut reconnaître que la Chine a attaqué. Donc, la puissance qui attaque est toujours plus responsable que les puissances qui l'ont aidé à attaquer. C'est quand même
la base. En 1940, Hitler a attaqué, en 1939 même, avec la Pologne, Hitler a attaqué, même s'il était aidé par le pacte germano-soviétique avec Staline et par Wall Street, qui finançait un certain nombre de ces initiatives. Donc, on ne peut pas dédouaner comme ça à ce point l'ennemi qui attaque. Et donc, en 1940, les résistants ne dédouanaient pas Hitler. C'est ce que j'essayais un peu de faire comprendre à notre division. Et puis, je vous lis un commentaire que j'ai lu sous la vidéo et qui répond bien à cet argument. Nous sommes aussi responsables que les Chinois. Alors, à la 23e minute, où Jean Robin rappelle que la Chine a 85% des principes actifs de médicaments, donc elle peut faire pression, Fabrice Divisio répond, puis explique que la Chine tire son épingle du jeu et c'est la France qui aurait dû bien savoir gérer son économie. C'est comme dire qu'en 1933, à l'élection d'Hitler, l'Allemagne s'est réindustrialisée, puis a trouvé le plein emploi, donc qu'elle a tiré son épingle du jeu, et que le gouvernement de Vichy aurait dû aussi gérer son économie pour ne pas être envahi. À la base, un pays, même riche, avec une économie florissante, n'est pas légitime et doit être puni quand il provoque clairement et fait part, fait part belligérant d'une guerre mondiale, c'est-à-dire et attaque, et passe à l'attaque. Je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire. C'est-à-dire que quand vous ne pouvez pas comme ça dire on est aussi responsable. Déjà, il faut différencier l'oligarchie, l'État, ce que j'appelle moi l'État français, et que les gaullistes appelaient pendant la résistance aussi l'État français, c'est-à-dire cette entité-là qui n'est pas légitime, puisque c'est pour d'autres raisons qu'en 1940, mais le référendum piétiné nous permet de dire qu'on n'est pas en démocratie et que les gens qui se maintiennent au pouvoir de plus en plus illégitimement ne sont pas nos dirigeants légitimes. Voilà. Ça me paraît clair, et que le peuple donc n'est pas représenté par un gouvernement démocratique, c'est un gouvernement d'occupation. Alors on pourrait dire européiste, mais aussi communiste, puisque l'Union européenne est communiste dans son essence. Et donc, avec la Chine communiste, en plus, depuis la nomination de Raffarin comme Premier ministre, qui a officialisé un peu cette collaboration, eh bien, on est sous occupation chinoise, et là, on le voit de plus en plus. Je veux dire, il y a peu de gens maintenant qui pourraient le nier s'ils sont vraiment honnêtes et informés. Le problème, c'est que soit ils ne sont pas honnêtes, soit ils ne sont pas bien informés. Mais s'ils étaient les deux... Alors, conclusion de tout ça, bon, c'était quand même un échange de haut niveau, je pense. J'ai essayé justement de tirer les choses vers le haut par rapport à tout ce qu'on entend dans les médias habituellement ou quand on l'interviewe sur d'autres chaînes, Putsch ou d'autres. Donc là, on a vraiment parlé de politique internationale. C'était un peu un échange niveau présidentiel. Alors, ce qu'on n'entend jamais avec les Éric Zemmour, les Marine Le Pen et les Valérie Pécresse. Donc là, on a parlé, voilà, c'est quoi un ennemi? Ça, c'est la base déjà, parce que il faut savoir qu'on est attaqué, donc c'est ça qui détermine un ennemi, c'est celui qui nous attaque, et c'est ce qui détermine nos alliés, nos ennemis. Si vous n'avez pas cette grille de lecture, vous vous plantez, parce que vous allez faire alliance avec vos ennemis, vous allez combattre vos alliés, ça va être voué à l'échec. Donc, c'était un échange de haut niveau, je pense, et j'étais très contente non seulement qu'il accepte cette interview, mais qu'il y réponde vraiment sincèrement. Alors après, on peut trouver qu'il a pris trop de pincettes, mais il faut savoir qu'il n'est pas sur son domaine d'expertise. Voilà. Donc c'est important de sortir de sa zone de confort. Moi, ce n'était pas ma zone d'expertise non plus, la Chine, il y a 2 ans. Je n'y connaissais rien, mais vraiment rien. Et donc, quand certains me disent oui, la Chine, bon, et alors? Non, mais et alors? Si vous ne comprenez pas ça, je prétends, moi, que vous ne comprenez rien en fait de ce qui se passe, parce que tout le gouvernement est infiltré par la Chine et pas par la French American Foundation. C'est pas vrai, voilà, c'est terminé depuis 10 ans, la French American Foundation. Donc, si vous n'avez pas compris ça, et en même temps, vous avez eu la France China Foundation, le Paris Shanghai Club, le Chinese Business Club, et ça, c'est arrivé depuis 2012 et en force. Et donc, ça signifie quelque chose. J'en fais pas l'alpha et l'oméga de l'analyse de l'oligarchie, mais c'est un des moyens de savoir qui domine dans notre pays. On est quand même des patriotes. Après, je n'ai pas fait l'étude de tous les pays dans le monde, mais on se rend compte quand même que là où il y a le plus de confinement, de passes sanitaires, de vaccinations obligatoires, de toutes ces conneries, de masques obligatoires,
de limitation des libertés fondamentales, et bien, comme par hasard, la Chine est très infiltrée dans ce pays-là, au niveau de l'énergie, au niveau du gouvernement, au niveau de ce qu'on appelle le Front uni. Voilà, et bien, ça, je suis désolé, c'est implacable, et je l'ai bien démontré pendant l'interview aussi, en citant la Suède. J'aurais pu lui parler de la Floride, il venait d'en parler, j'ai vu ça en revoyant l'interview, mais la Floride, c'est là où vous avez le plus de gens qui ont fui le communisme, notamment de Cuba. Ils sont arrivés en Floride, vous avez une énorme communauté d'anticommunistes en Floride, comme par hasard. Et c'est là où il y a le plus d'Américains aujourd'hui qui fuient notamment la Californie pour se réfugier, parce qu'ils ont ce génie d'avoir fait un territoire décentralisé, où chaque État a un gouverneur qui a sa propre législation, il y a des lois fédérales aussi, mais au moins, vous pouvez vous réfugier dans un autre État si vous avez des États qui déconnent. Donc ça, c'est la concurrence entre États à l'intérieur d'un même pays. Et ça, c'est le système qu'il faut. Je veux dire, on voit ça en Suisse aussi, on voit ça dans tous les pays qui ont été impactés par le protestantisme, bizarrement, et derrière par le capitalisme. Donc, c'est ça. C'est pour ça que les États-Unis vont s'en sortir beaucoup mieux que l'Europe. Parce que l'Europe, il n'y a même plus une concurrence entre États. Là aussi, on a des États, mais ils sont tous en train de mettre la même politique en œuvre. De l'Allemagne, là j'apprends que même la Turquie, alors c'est pas l'Europe, mais la Turquie, ils en sont à la 5e dose. Enfin, c'est du délire. Voilà, donc tout ça va finir, je pense, très mal, mais ça sera pour un bien, c'est-à-dire que ça va faire le ménage de tous les gens qui collaborent avec l'ennemi. Ils vont en souffrir. C'est eux qui en souffriront le plus. Je veux dire, les vaccinés, je vous plains. Voilà, parce que c'est vous qui, au final, souffrirez le plus de toutes ces mesures, parce que vous allez devoir empiler les doses et faire baisser votre système immunitaire. C'est comme ça. Et du coup, les non-vaccinés subiront, eux, de plus en plus, c'est vrai, de restrictions, de discrimination et de limitation de leur liberté, mais au final, ils garderont un système immunitaire digne de ce nom, et ce ne seront pas donc des malades en puissance. C'est-à-dire que c'est Dr Knock, quoi, ils ont voulu nous transformer tous en malades. C'est de la folie. Voilà. Donc, il va y avoir un ménage. Il y a déjà un ménage, hélas, qui est fait. Il y a beaucoup de gens qui meurent des deux côtés. Et donc, au final, on verra quel était le système qui s'est imposé. Les gens finiront par comprendre, comme en 1944. Ils ont compris que non, Pétain n'avait pas raison de faire cette politique de collaboration. Ce n'était pas une bonne chose. Il fallait la dénoncer dès le début. Et donc, De Gaulle, qui était un inconnu, et en 1940, personne quasiment a entendu son appel du 18 juin, eh bien, c'est lui qui a pris les rênes du gouvernement. Bon, donc, on verra bien ce qui se passe. Voilà, donc ça, c'était pour mon débrief de l'interview de Divisio.